De nombreuses fois, j'ai remarqué qu'il y avait une dissonance assez conséquente d'ailleurs, entre ce que les femmes disaient désirer, ce qu'elles disaient vouloir, et ce qu'elles voulaient réellement. Aujourd'hui, on va venir comprendre un peu plus en détail la différence fondamentale entre ce qui est dit, donc ce qui est verbalisé comme étant désiré du côté des femmes, versus ce qui est réellement désiré. Et ça donc de deux manières différentes, donc deux grands aspects. D'un côté dans le cadre d'une relation et de l'autre dans le cadre de la séduction. Et cette divergence va être quelque chose d'assez étudié en psychologie. Pourquoi? Parce que ça va venir correspondre à l'expression de désirs qui vont être considérés comme des désirs conscients et qui en réalité ne sont pas, qui vont être simplement, ou qui vont provenir simplement de la société dans laquelle on vit, ou donc d'un impact culturel, à l'inverse des désirs inconscients qui vont eux réellement exprimer ce que l'on souhaite. Les attentes exprimées sont donc les désirs et les besoins que les individus vont exprimer de manière consciente. Cependant, les désirs inconscients, souvent façonnés par des expériences passées, des croyances profondes ou des mécanismes de défense, vont pouvoir différer considérablement ce que l'on connaît. Et d'ailleurs, Baumeister et collaborateurs en 2001 ont découvert notamment et ont mis en lumière dans le cadre d'une étude que les individus agissent plus souvent en fonction de besoins et de désirs qui sont inconscients, et notamment même lorsqu'ils ne correspondent pas à ce qu'ils disent vouloir. Vous voyez, donc l'influence de l'inconscient est quand même conséquente. Donc maintenant, ce qu'on va vouloir faire, fondamentalement, c'est réussir à passer au-delà de la barrière du conscient ou de la compréhension de ce qui est dit de manière explicite, pour aller chercher donc de l'implicite et du désir inconscient, parce qu'on veut comprendre les gens, forcément. En tout cas, si vous êtes sur cette vidéo, c'est le cas. Et donc pour décoder les véritables besoins de sa partenaire, ou alors de toute personne en réalité, il est crucial d'être extrêmement attentif aux comportements non-verbaux, aux patterns de communication, ainsi qu'aux réactions émotionnelles. Par exemple, une femme va vouloir dire en tout cas, qu'elle veut passer plus de temps seule, mais ses actions vont pouvoir révéler un besoin sous-jacent de connexion émotionnelle. Donc une grande différence entre ce qu'elle dit ou ce qu'elle prétend vouloir, parce que généralement elle n'en est pas consciente du fait que ce qu'elle veut réellement est différent, donc versus ce réel désir, et qui lui est inconscient. Murray et Holmes, en 1993, ont réalisé une étude à ce sujet qui démontrait que les partenaires, dans le cadre d'une relation, s'ils y font attention bien sûr, vont bien plus facilement pouvoir percevoir les besoins émotionnels de l'autre, et donc de manière plus précise, que des attentes verbalisées. Et pour ça, il faut plutôt que d'écouter ce qui est dit, il faut comprendre ce qui est fait, ce qui est montré. Ça donne donc une capacité de perception qui soit supérieure, et donc plutôt que d'être complètement égocentré, et donc de ne faire attention qu'à soi, donc ce qu'on appellerait en anglais to be self-absorbed, on va chercher à écouter l'autre personne, mais à l'écouter réellement, en allant au-delà du message explicite. Et cette perception intuitive des besoins va jouer un rôle crucial dans la pérennité du couple. Il y a habituellement 4 grands exercices, 4 grands aspects que personnellement je pratique dans le cadre de mes interactions, notamment avec autrui, pour faire en sorte d'avoir une communication qui est la plus cohérente possible et la plus alignée avec les désirs et besoins inconscients de l'autre personne. Mais avant cela, si tu apprécies ce que tu viens de voir, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et à liker cette vidéo. Ça me fera déjà beaucoup plaisir pour te voir rejoindre la communauté, mais en plus de ça, si jamais tu trouves que ce contenu peut être pertinent pour une personne que tu connais, qu'elle va pouvoir y trouver de la valeur ou que ça pourra lui apporter quelque chose de plus, alors n'hésite pas à lui partager. Parce qu'elle en sera contente, tu en seras content et j'en serai content aussi. Et si tu as des questions en matière de psychologie, comportementale, cognitive, ou dans le cadre des relations hommes-femmes, n'hésite pas à aller voir dans ma description. Il y a d'un côté le lien de mon canal Telegram pour pouvoir en savoir plus, et de l'autre, le lien pour pouvoir réserver une consultation avec moi. On continue donc avec les 4 exercices. Le tout premier va être un exercice qui est très intéressant, que j'apprécie grandement faire, qui va être en fait un jeu de rôle. Un jeu de rôle qui va être très très simple, qui va correspondre à faire en sorte de jouer le rôle de l'autre personne et de venir exprimer les désirs et les besoins, entre guillemets, constatés de l'autre personne. C'est-à-dire que, imaginons que je suis avec une personne, avec ma partenaire, je vais faire en sorte de jouer son rôle en imaginant, en essayant de comprendre ses besoins et ses désirs, et en les exprimant à haute voix, dans le cadre d'une interaction, et elle va faire de même. Le but n'est pas forcément, ou même réellement, de tomber juste, parce que des fois on ne pourra pas, mais au moins de faire en sorte d'exprimer ce que l'on pense être le cas, pour que l'autre personne puisse voir ce que l'on comprend d'elle ou ce qu'elle renvoie, et qu'elle puisse venir calibrer ce qu'elle dégage vis-à-vis de nous, pour qu'on puisse plus facilement comprendre donc ses désirs et ses besoins. Extrêmement puissant. La seule chose qu'il faut faire, c'est se donner la peine d'essayer. La deuxième astuce qui va être extrêmement intéressante, que j'aime beaucoup appliquer aussi, c'est la technique des messages secrets. Faire en sorte d'utiliser donc des messages un petit peu codés ou alors des petites notes secrètes dans un langage particulier, peut-être une langue que vous avez en commun mais que d'autres personnes ne parlent pas, avec une manière de l'écrire qui est aussi particulière, par exemple sous forme de vers, de rimes, peu importe, qui va venir transmettre un message spécifique par rapport à vos désirs et besoins émotionnels.
le fait de le dynamiser sous forme de jeu va vraiment donner une saveur très différente et permettre une communication qui va être un peu en dehors du cadre du normal, du naturel, et faire en sorte d'accorder plus de crédit à cela. Et en plus, ça ajoute une notion de mystère, de surprise, qui est très appréciable dans le cadre d'une relation. La troisième astuce, qui va être un petit peu un do-it-yourself, pareil, très puissante, très intéressante, c'est le fait de créer des cartes de communication. Ces cartes qui vont disposer à chaque fois d'une petite phrase, soit sous forme de question, soit sous forme d'affirmation, vont permettre d'engager, de manière entre guillemets impérative, un discours, une discussion profonde et honnête. En sortant une carte par exemple par rapport à une question, c'est comment est-ce que tu te sens réellement aujourd'hui par rapport à moi, par exemple. On vient poser cette carte ou donner cette carte à notre partenaire, et le but est de faire en sorte d'avoir en fait une attention à ce moment-là qui est indivisible et faire en sorte d'exprimer réellement comment on se sent, ce qu'on veut et ce dont on a besoin. Et enfin le dernier, qui va être, je dirais pas forcément mon petit préféré, mais celui qui va avoir le plus d'impact et qui peut le plus perdurer, dans le long terme de la relation en tout cas, c'est le fait d'établir un rituel de connexion. C'est-à-dire à fréquence régulière, notamment une fois par semaine ou 2 fois par semaine, avoir un temps qui est accordé à 100% à l'autre personne, dédié donc avec une communication ouverte et avec une écoute active et comme je le disais sans distraction. Et en faisant en sorte d'avoir ce cadre, en fait cette zone un petit peu de confort, cette safe space, on fait en sorte d'avoir un moment et un lieu qui sont prédéfinis pour vraiment s'exprimer et communiquer de manière sincère et honnête. Et à cela j'ajouterai une étude qui fait peur en réalité de ce qu'on pourrait considérer comme du bon sens, même si le bon sens n'existe que individuellement. C'est l'étude de Gottman de 1994 qui définit les couples dont la relation réussit ou en tout cas perdure de manière saine, qui tendent à se caractériser par une communication qui va être sincère, ouverte et honnête, avec une capacité du partenaire d'en face, donc de l'autre personne, à faire l'effort de comprendre ce qui est dit, de ne pas s'arrêter à la première interprétation, mais de vraiment faire l'effort de se mettre dans la peau de l'autre personne pour vraiment comprendre ce qui est dit. Parce que la communication, en fait c'est simple, on va dire que si la communication est reine, la compréhension est roi. Parce qu'avant de pouvoir parler de communication, il faut réussir à comprendre l'autre personne. Et maintenant, pour faire une petite parenthèse, au-delà du cadre de cette vidéo, juste par rapport au jeu de séduction, comment est-ce qu'on peut faire en sorte de comprendre ce que la femme, la partenaire, ou là dans le cas de l'interaction, en tout cas juste la femme, veut réellement. 4 grands aspects, encore une fois, dont un qu'on a déjà vu de nombreuses reprises, qui touchent aux réactions corporelles, aux signaux non-verbaux. Ce qu'on va considérer en réalité comme parfois des indicateurs d'intérêt, donc IOI, parfois des indicateurs de désintérêt, IOD. Faites attention avant tout aux gestes, aux expressions faciales et à la posture. Par exemple, un sourire ou un eye contact prolongé vont habituellement montrer un intérêt certain, là où les mots ne le transmettraient pas réellement. Et pareil, dans ce cadre-là, on peut voir une culture qui va être très différente, les cultures qui sont habituellement asiatiques, où la manière de démontrer de l'amour ou de l'affection aux membres de notre famille vont être très différents parce qu'on ne dit pas « je t'aime ». On ne donne pas de l'amour de manière verbale, on ne verbalise pas cela. On va faire en sorte de le montrer au travers d'actions, de gestes qui montrent que l'on tient à la personne. Deuxième point, qu'on avait déjà eu dans la question des biais cognitifs, c'est le contexte et le timing. Il faut faire en sorte de concevoir le fait que la manière dont une personne va s'exprimer ou exprimer quelque chose potentiellement de négatif en termes de besoin ou de désir puisse être liée à des circonstances, qu'on considérait donc atténuantes en réalité, qui vont caractériser sa manière d'en parler ainsi. C'est-à-dire que la personne va pouvoir exprimer une forme de colère, de frustration, de dégoût, et justement désirer quelque chose qu'en fait elle ne désire pas réellement, mais qui va être influencé par des circonstances externes, comme le fait d'avoir passé par exemple une mauvaise journée au travail, tout simplement. Ensuite, il y a la notion de réponse émotionnelle. Donc être sous l'impact des émotions, sous le coup des émotions, ou une réaction positive, naturelle, donc directe, ou alors moins naturelle, donc plus indirecte, va pouvoir mettre en lumière un potentiel désir caché. Et enfin, une manière qu'on pourrait considérer de proactive de comprendre les désirs cachés de la personne, ou encore une fois faire en sorte de mettre en lumière quelque chose qui serait inconscient chez elle, simplement en posant des questions ouvertes et en réussissant à observer le feedback, donc comme on a dit corporel ou paraverbal, donc la tonalité de la voix par exemple, pour en déduire ce qu'elle veut réellement. Sachant qu'en plus de ça, on va pouvoir accorder à la personne la capacité de s'exprimer réellement, de manière plus libre et authentique, notamment, avec une connexion réelle entre la manière dont elle se sent, donc ses sentiments, son ressenti, et ce qu'elle nous transmet. En comprenant la différence entre les attentes, notamment exprimées, et les désirs inconscients, on va pouvoir faire en sorte de mieux naviguer les relations amoureuses. Parce que c'est le but. Au final, pour avoir une relation amoureuse
qui est épanoui et qui permet de nous sentir bien, parce qu'on le veut aussi, il s'agira de déjà bien se comprendre, mais aussi de bien comprendre sa partenaire. Maintenant, et je conclurai là-dessus avec une petite question ouverte pour vous qui m'écoutez, je dirais que de mon expérience, il s'est avéré que la majorité du temps, lorsque, et là je vous donne, c'est une astuce assez puissante, mais lorsque la demoiselle, ou la personne en réalité, ça ne s'applique pas qu'aux femmes, va vous dire « je pense que », il y a de grandes chances, surtout quand on lui pose une question par rapport à son ressenti, qu'en fait elle soit trompée par son ressenti. Dans le sens où quand ça va être du je pense, ça va être lié à l'ego, ce qui va donc aller à l'encontre un petit peu de l'intuition. Ce qui fait que si vous voulez faire en sorte d'avoir une idée réelle de ce qui se passe, de ce qui se cache un petit peu de manière implicite, il s'agira de reformuler en lui disant « D'accord, là tu me dis ce que tu penses, c'est l'ego se trompe fondamentalement, ou va venir te mettre face à une erreur. Qu'est-ce que tu comprends si tu te connectes à ton ressenti? Qu'est-ce que tu sens? Qu'est-ce que tu ressens ?» Et en faisant en sorte de faire cette distinction à la personne, on va généralement ouvrir un nouveau champ des possibles, notamment dans l'expression des désirs inconscients. Sur ce, bon courage à vous dans vos relations amoureuses.